Bonjour Laurent. Bonjour. Alors comme je le disais, vous présidez l'association Territoire Zéro Chômeur de longue durée qui anime et développe un projet qui paraît complètement fou, c'est-à-dire supprimer le chômage de longue durée. Est-ce que c'est vraiment possible ça? Oui, c'est possible à certaines conditions. D'ailleurs, on a démontré que c'était possible, ce qui est plutôt déjà un bon début, puisque nous expérimentons cette idée dans 10 territoires en France depuis 2016. Et dans 3 des 10 territoires, nous avons éradiqué le chômage longue durée. Alors, certes avec une limite, c'est-à-dire qu'on embauche uniquement les personnes qui sont volontaires. Oui. Et pour les personnes qui ne sont pas volontaires, on essaie plutôt de les accompagner et souvent d'ailleurs à retrouver confiance en elles, car il y a un sujet de confiance souvent dans les personnes qui sont les plus démobilisées quelque part. Donc oui, c'est possible. Alors c'est possible à quelles conditions? C'est possible si d'abord on active la dépense passive, c'est-à-dire on prend le coût du chômage longue durée en France, c'est 43 milliards d'euros pour l'ensemble des personnes qui sont au chômage longue durée, coût pour l'État et les collectivités territoriales, coût direct, coût indirect, accompagnement, et toutes les dépenses qui sont liées aussi, les non-recettes également, parce que les personnes ne cotisent pas. Voilà. Donc activation de la dépense passive, création d'activités nouvelles qui n'existaient pas dans les territoires et qui n'entrent en concurrence avec personne. Donc on ne détruit pas des emplois privés par un emploi qui serait soutenu par une activation de la dépense passive. Ça, c'est aussi une bonne chose, important. Et puis enfin, et ça c'est le plus important de tout, c'est de faire le projet avec les personnes et non pas seulement pour les personnes. Il ne s'agit pas de prendre les personnes et de dire ce sont des bénéficiaires. Ça ne marche plus. C'était peut-être vrai il y a 50 ans, dans un certain temps, une certaine époque. Et oui, qui a énormément changé. Voilà, les personnes veulent être actrices du projet. Et donc nous, on fait avec elles, on leur demande ce qu'elles veulent faire. Et souvent, on ne leur a jamais posé la question, qu'est-ce que vous voulez faire? Et puis ensuite, on construit avec elles le projet et avec tous les acteurs du territoire. Très bien. Alors justement, on va parler du projet. En quoi est-ce qu'il consiste? Que faites-vous? Alors, en quoi consiste le projet? Eh bien, d'abord, on commence par créer un comité local qui réunit tous les acteurs du projet, c'est-à-dire les acteurs publics, privés, les personnes privées durablement d'emploi, c'est-à-dire tous les chômeurs longue durée du territoire, qu'ils soient inscrits à Pôle emploi ou non d'ailleurs, car il y a des situations de non-recours, des personnes qui ne sont suivies par aucune institution et qui sont pourtant au chômage longue durée. Donc on associe tous ces acteurs autour de la table et on identifie qu'est-ce que veulent faire les personnes et quelles activités on peut développer. Ce travail prend en moyenne 1 an et demi. Donc on est sur un temps long. Oui. Alors un temps long qui ne correspond pas du tout à l'époque dans laquelle nous sommes, puisqu'on veut tout faire immédiatement. Ça ne marche pas non plus. L'immédiateté, ça prend du temps d'associer les personnes. Donc 1 an et demi, puis on lance une entreprise, on crée une entreprise, alors dans le domaine de l'économie sociale et solidaire, qu'on appelle nous entreprise à but d'emploi, puisque son premier but, c'est créer de l'emploi pour développer des activités utiles. Et donc on développe ces entreprises. Et on a créé 13 entreprises dans les 10 territoires concernés, des territoires de 5 à 10 000 habitants, micro-territoires, urbains, périurbains ou ruraux. Et on a développé des activités qui ont permis de créer environ 1100 emplois. On a aussi aidé 700 personnes à retrouver un emploi sans passer par l'entreprise à but d'emploi, juste par la remobilisation. Donc finalement, on a inventé ensemble des solutions pour 1800 personnes sur 2500 personnes identifiées dans les 10 territoires. Voilà ce qu'on fait concrètement. Donc activité de transition écologique, économie circulaire, activité de maraîchage, circuit court, voilà, par exemple, permaculture. Services de proximité, et même on a développé, puisque ceux qui nous écoutent sont bien sûr pour beaucoup dans des entreprises, donc on a développé en B2B des filières amont industrielles. Par exemple, on prend le verre des fenêtres, qui sont démontés aujourd'hui et qui sont enfouis dans les sols. C'est un peu dommage. Donc nous, on récupère le PVC pour faire des billes, et donc on les revend à des entreprises qui réutilisent ces billes plastiques dans un circuit de production. Et le verre, on le réutilise pour la filière amont de Saint-Gobain. Donc voilà. Et le modèle économique s'équilibre ainsi entre l'activation de la dépense passive et le chiffre d'affaires que l'on développe sur les activités. Voilà, vrai partenariat avec les entreprises. Tout à fait. Donc tout ça donc, en différentes étapes pour ce projet. Où est-ce que vous en êtes là aujourd'hui? Où on en est? Eh bien, on en est que moi j'avais porté la loi en 2016 pour donc autoriser ces 10 territoires à expérimenter. On s'est battu pour obtenir une deuxième loi qui vient d'être votée à l'unanimité à nouveau en décembre 2020 pour étendre l'expérimentation à de nouveaux territoires. Donc maintenant, on a un plancher. Avant, on avait un plafond. Vous voyez, vous pouvez faire 10 territoires maximum. Oui. Et on a réussi, par notre mobilisation, à transformer le plafond en plancher. Et donc, il y aura au minimum 50 nouveaux territoires qui se lanceront dans la deuxième étape de l'expérimentation. Parce que tout ça a déjà été démontré, prouvé que les choses sont concrètes. Et qu'elles avancent. Et donc là, au moment où je parle, il y a 165 territoires qui, dans toute la France, se mobilisent pour être candidats
à la deuxième étape de l'expérimentation. Donc on sait qu'il y a au minimum 100 territoires qui de toute façon déposeront un dossier de candidature pour pouvoir expérimenter. Et en plus, alors je pourrais expliquer la méthode si vous le souhaitez sur comment on fait, mais pour mobiliser ces territoires, pour construire le projet, parce qu'il y a de la formation aussi des acteurs dedans. Oui, on peut en dire un mot, évidemment, de pouvoir comprendre en fait comment ça s'articule. Si vous voulez, moi j'ai défendu avec ATD Quart Monde, avec tous les acteurs du projet, l'idée un peu d'une scalabilité du modèle. C'est-à-dire si on veut le faire grandir, ce modèle, à grande échelle, ça doit reposer sur des personnes volontaires et sur des territoires volontaires. Ce n'est pas un dispositif mécanique, hydraulique qui s'applique partout de la même façon. Oui, donc c'est assez complexe. Imposé, effectivement, on a besoin de territoires et de personnes volontaires. Voilà. Et comment faire pour garantir une scalabilité du modèle dans un modèle comme celui-ci? Eh bien, on passe par la formation, notamment. Comment on forme? Eh bien, on a créé un organisme de formation dans l'association Territoire Zéro Chômeur, qui a été certifié Qualiopi, d'ailleurs, je tiens à le dire, et qui forme tous les acteurs du projet localement, des élus, des personnes privées d'emploi, des acteurs économiques mobilisés dans le projet, à la méthodologie du projet. Donc on a construit des modules de formation. Et qui sont les formateurs? Ce sont des acteurs du projet, et qui vont transmettre, bien sûr, avec un scénario pédagogique, les éléments aux acteurs des territoires. Ça se passe comme ça, en fait, concrètement. On est en train de construire un deuxième parcours de formation. Car dans les entreprises à but d'emploi, il y a des managers qui font du management inclusif. Faire du management inclusif, c'est très compliqué. Ça veut dire accompagner des personnes qui étaient privées d'emploi en moyenne depuis 4 ans, pour celles qui ont été embauchées, pour 25% en situation de handicap. Ce sont les chiffres concrets de l'expérimentation. Et donc, il faut accompagner ces personnes, développer des activités et faire participer chacun au projet. Donc, c'est ce qu'on appelle le management inclusif. Et bien là, on est en train de construire un parcours de formation pour les managers des entreprises. Et donc, on formera demain ces managers, et en partenariat avec des organismes de formation privés, avec des entreprises. Donc, si vous voulez, on le fait de manière consensuelle, ce travail. Donc, ça permet vraiment de pouvoir préparer tous les territoires à expérimenter. Et ensuite, on a créé dans chaque région ce qu'on appelle des grappes régionales. Alors, vous savez peut-être que moi, je suis franc-comtois et bourguignon, et donc j'apprécie tout particulièrement les grappes. Et donc, voilà. Donc, on a choisi peut-être ce mot de grappe à dessein. Et donc, ces grappes, en fait, elles réunissent les territoires expérimentaux, les 10 premiers, et les territoires qui veulent expérimenter, les 165. Et on a créé dans chaque région un système apprenant. C'est-à-dire qu'au-delà des formations, c'est comment j'échange sur ce qui se fait, les difficultés que je rencontre, comment je capitalise et comment je transmets les connaissances, on parle bien de connaissances, aux territoires qui veulent expérimenter. Voilà comment ce schéma complexe, il est complexe, fonctionne. Et oui, complexe mais nécessaire. Alors, on le disait par rapport à ce projet, là vous en êtes à la fin de la première étape sur les 3. Quels sont les résultats? Est-ce qu'ils sont au rendez-vous? Alors, les résultats sont largement au rendez-vous. Et après même, j'irai plus loin, nous avons vocation à discuter aussi de comment on calcule les résultats. D'accord ? C'est-à-dire qu'il y a eu plein de rapports qui ont été faits, IGAS-IGF, Conseil d'évaluation scientifique, acteurs du projet. Je pense qu'on a été le projet le plus évalué ces 5 dernières années en France. Et on a même été évalué au plan international, puisqu'il y a un laboratoire de recherche à Bruxelles, le DULBEA, qui a fait un rapport sur le coût du chômage longue durée et comment l'expérimentation française pourrait réussir en Belgique, car 5 territoires en Belgique se préparent. D'accord. Donc, différentes études, du coup, qui ont des approches différentes aussi. Vous retenez laquelle et comment ça se passe? Ce que j'en retiens, c'est qu'elles sont très quantitatives. On nous évalue avec un taux de sortie, alors qu'on est plutôt d'abord sur un taux d'entrée, puisque notre objectif, c'est d'éradiquer le chômage longue durée, donc c'est d'embaucher des personnes. Puis on dit, mais combien il y en a qui sortent de votre dispositif? D'abord, nous ne sommes pas un dispositif. Ensuite, nous avons créé des entreprises qui ont vocation à devenir durables. Et donc, les personnes qui sont en contrat à durée indéterminée dans l'expérimentation peuvent y rester dans l'entreprise. Mais elles peuvent aussi en partir. Et donc, il y a près de 10% des personnes qui sont déjà parties vers d'autres emplois. Donc, premier résultat. Je vous ai donné les résultats sur le nombre d'emplois créés, sur le profil des personnes, durée moyenne de chômage 4 ans, diplôme en moyenne inférieur au bac, 25% de personnes en situation de handicap. Donc, les résultats sont là et sont probants. Et on touche bien la cible, c'est-à-dire des personnes au chômage longue durée pour plus de 90%, puisqu'il y a par ailleurs des managers qui sont embauchés, pas toujours parmi les personnes qui sont au chômage longue durée. Donc les résultats sont présents, mais nous on veut aller plus loin. Car embaucher une personne et la sortir du chômage, c'est certes déjà une grande chose, mais après il y a un impact pour elle. La fin de l'isolement social, la fin d'aller chercher des colis alimentaires pour se nourrir. Donc il y a une baisse du nombre de colis alimentaires distribués dans les territoires. Le fait que les personnes se réinvestissent dans le bénévolat.
Ça, on le voit concrètement. Donc comment on va faire? Eh bien, comme les autorités publiques n'évaluent pas ces éléments, en France en tout cas, ça se fait ailleurs, hein, mais pas en France, eh bien, nous allons le faire avec la création d'un laboratoire de recherche dans l'association Territoire Zéro Chômeur Longue Durée, avec un conseil scientifique, avec un comité de pilotage, en partenariat avec le CNRS, et on va mettre des outils d'évaluation qui vont mesurer les impacts au-delà, justement, de l'impact purement quantitatif. Alors vous parlez personnes en situation de handicap, personnes en situation de précarité aussi, avec du coup à la clé un vrai retour aussi à la vie sociale. Donc on peut dire qu'en fait cette expérimentation, elle participe aussi à l'inclusion. Elle participe grandement à l'inclusion, effectivement. C'est-à-dire que les personnes qui, je vais prendre un exemple, à Prémery dans la Nièvre, on a créé une entreprise à but d'emploi dans un territoire qui a été désindustrialisé et un territoire rural. L'entreprise que nous avons créée, c'est la première entreprise du territoire désormais avec plus de 100 emplois. L'impact, il est majeur. Effectivement, les personnes d'abord, elles sont salariées d'une entreprise. Elles travaillent sur des travaux utiles, reconnus. Donc il y a un sens aussi dans ce qu'elles font. Il peut y avoir des difficultés, comme dans toute entreprise, hein, mais vraiment, il y a une reconnaissance et l'image qu'ont les personnes, la représentation qu'ont des personnes qui étaient avant privées d'emploi a changé. Elles sont désormais des salariés qui rendent des services au territoire, qui ont été les bras solidaires des territoires pendant la crise sanitaire, car qui allait au-devant des personnes isolées socialement pendant la crise sanitaire et pendant le confinement? Eh bien, nos entreprises, les entreprises à but d'emploi, se mobiliser pour être les bras solidaires des collectivités territoriales et aller à la rencontre des personnes que nous avons identifiées avant la crise sanitaire en porte-à-porte. Car nous, on va faire du porte-à-porte pour identifier toutes ces personnes, vous voyez, avant de les embaucher. Et oui. Donc ce travail, il est fait par qui aujourd'hui? Ces médiations, elles ont disparu dans les territoires. Donc voilà, donc c'est un ensemble... Un bel ensemble, et on voit donc, vous nous disiez, les résultats sont au rendez-vous. Alors quels sont les obstacles qui persistent? Alors les obstacles qui persistent, d'abord, nous n'avons pas vocation à être bureaucratisés. Alors, je ne sais pas s'il y a des acteurs publics qui nous écoutent, mais je le redis au cas où certains voudraient avoir l'idée merveilleuse de nous mettre sous tutelle de je ne sais quelle administration. Donc le message sera passé. Voilà. Nous n'avons pas cette vocation, nous sommes libres. Moi je suis bénévole, donc nous sommes des citoyens libres, et donc nous voulons porter un projet en partenariat avec les acteurs publics, d'égal à égal, d'accord, et dans une discussion. Ça c'est très important, premièrement. Donc nous ne voulons pas être opérationnalisés comme un machin administratif, dispositif, etc. Ça ne marche pas. Donc on veut rester en fait, des acteurs porteurs d'innovation en lien avec l'État, en confiance avec l'État, mais pas être des prestataires ni donc un dispositif, premièrement. Deuxièmement, nous avons un sujet à régler qui est celui du dialogue social. C'est-à-dire que nous avons des entreprises qui ont une croissance très forte en nombre d'emplois en peu de temps. Et donc nous avons à construire, au-delà des CSE, hein, bien sûr, qui se mettent en place, un dialogue social de qualité, performant, et de faire en sorte de reconnaître ces entreprises à but d'emploi qui ont une pluriactivité. Hein, on est sur 10 à 15 activités par entreprise. Et donc on ne rentre dans aucune convention collective aujourd'hui. Donc comment on construit et on bâtit des droits collectifs pour les salariés? Eh bien, c'est ce que nous allons faire, puisque mercredi matin, Laurent Berger et Philippe Martinez sont venus ensemble visiter une entreprise à but d'emploi, tous les deux, en même temps. Et donc nous avons créé un groupe de travail avec les juristes de la CFDT et de la CGT. Et donc nous nous sommes mis autour de la table pour construire ce que pourrait être un accord inter-entreprise idéal pour construire les droits collectifs des salariés, voilà, à travers la reconnaissance de leur métier, car aujourd'hui ils sont reconnus comme des employés polyvalents. Mais comment on reconnaît bien, le menuisier qui fait de la menuiserie, mais qui parfois travaille une partie de l'année en conciergerie de territoire? Comment on reconnaît cette pluriactivité avec des classifications, voilà, lesquelles? Donc on est en train de travailler tous ces éléments-là donc sur le dialogue social. Et enfin, on a à permettre aussi de faire en sorte que les comités locaux qui ont été donc à la base du projet continuent à vivre pendant l'expérimentation. Parfois, ils s'essoufflent, car vous voyez... Et oui, tout à fait. Il y a les lancements qui sont toujours avec beaucoup d'engouement. Et comment on fait après pour que tout ça ne s'essouffle pas et garde son énergie? Et donc nous, on dit, pour que ça fonctionne bien, il faut 2 ETP par comité local. Sauf qu'il n'y a pas de moyens publics pour les financer aujourd'hui. Hein, ce n'est pas reconnu ce travail d'ingénierie de projet, comme dans beaucoup de projets souvent. Et donc on est en train de bâtir des partenariats avec des fondations privées qui nous aident pour trouver... parce qu'il n'y a pas de modèle économique sur le comité local, puisque c'est un lieu de gouvernance et de démocratie. Ça ne crée pas de richesse dans le comité local économique qui vont financer un modèle économique. Donc on a cette difficulté d'ingénierie. Alors on va discuter aussi au niveau européen, avec... on a vu le commissaire européen à l'inclusion, M. Schmitt, pour justement voir s'il y avait des financements possibles sur cette question-là. Il est prévu, normalement, je vois un organisme international important
mais ça ne sera pas avant 2022, peut-être pour essayer de trouver des moyens là. Enfin, en tout cas, on cherche des solutions, voilà, pour faire vivre ces comités locaux. Tout ne peut pas reposer sur du bénévolat, hein. Le bénévolat, ça aussi, c'est limite. Donc, il faut trouver le juste équilibre entre les deux. Exactement. On va parler maintenant des attentes. Quelles sont les attentes des entreprises? Alors, les attentes des entreprises, je crois qu'il y a un enjeu qu'on a vu avec la crise sanitaire, qui est la construction de supply chain locales. C'est-à-dire comment, finalement, on répond à des besoins de proximité avec des activités utiles qui correspondent à des besoins non satisfaits. Et nous, on est en capacité d'y répondre dans ces territoires. Et donc, on voit bien que les entreprises sont très intéressées par notre modèle pour voir comment, finalement, on peut construire des complémentarités. Parce que nous, on développe des activités qui sont certes peu rentables au départ, mais qui sont très utiles, à la fois pour les personnes en B2C, mais aussi pour les entreprises en B2B. Il y a des secteurs, par exemple, où il n'y a pas de service de nettoyage de véhicules, de nettoyage de vêtements pour les employés d'une entreprise, où le service n'existe pas. Donc là, nous, on crée ces services. Vous voyez ? Donc, ils participent finalement à une chaîne de valeur de l'entreprise, mais ils participent aussi à la chaîne de valeur, on va dire sociale quelque part, je ne sais pas si on peut le dire ainsi, mais du territoire. Donc, on a vraiment, il y a beaucoup d'entreprises qui nous contactent, hein, des grands groupes aussi. On a par exemple la Fondation Renault qui va financer des permis de conduire, 80 permis de conduire pour des personnes qui ont été ou qui vont être embauchées par des EBE, car on a un vrai problème de mobilité en France. Hein, on a 30% des salariés qui ont été embauchés qui n'ont pas le permis de conduire, dans des territoires qui sont parfois enclavés, où il n'y a pas le bon bus à la bonne heure. Tout à fait, voilà. Question à mobilité, oui, très importante pour l'emploi. Ça, c'est clair. Ouais. Alors, par rapport à ces entreprises, justement, on dit des attentes, et puis du coup, elles viennent vers vous, en fait. Oui. Ce que vous me dites, c'est que le dispositif vraiment se fait connaître, et elle voit aujourd'hui les bénéfices d'avoir ce rôle sociétal aussi, qui est très important aujourd'hui pour une entreprise. Oui. On a même, par exemple, le président du MEDEF qui a dit qu'il soutenait l'expérimentation. On a des entrepreneurs qui s'investissent dans le projet. Pour exemple, on a d'abord Louis Gallois. Louis Gallois, il est président du fonds d'expérimentation. Il connaît bien l'industrie, donc il est totalement engagé dans le projet. Michel de Verville, hein, qui a été secrétaire général de Renault, qui a été très investi sur les questions de travail, qui a investi dans le projet. La vice-présidente de la CCI du Gard, qui porte le projet d'expérimentation pour que la ville de Marguerite, près de Nîmes, puisse expérimenter. Et je pourrais citer comme ça des centaines d'exemples d'entrepreneurs engagés dans le projet, parce qu'à la fois ils y croient du point de vue de la logique d'inclusion et du sens que ça porte, mais ils y croient aussi pour leur propre entreprise, car il n'existe pas d'entreprise qui puisse se développer dans un territoire si elle ne prend pas en compte son empreinte sociale, son empreinte économique et son empreinte écologique, et donc l'environnement dans lequel elle se développe. Développer une entreprise dans un territoire qui souffre, finalement, l'entreprise, elle souffre aussi. Donc il faut réussir à créer ces logiques et s'ouvrir, et c'est ce que font beaucoup d'entrepreneurs. Et on voit bien que les secteurs d'activité sont très différents. Finalement, c'est la nature des activités qui est différente, mais l'enjeu majeur, c'est bien le développement des compétences des demandeurs d'emploi. Alors oui, ça c'est un élément très important. Ça a été au début de l'expérimentation un des éléments, parce que nous on adore découvrir des difficultés, parce qu'après on aime les résoudre. Donc nous on aime bien quand on dit ça ne marche pas à tel point. Parce qu'en France, vous savez, quand on dit, on aime bien dire ça ne va pas marcher, etc. Nous, on aime bien, au contraire, parce qu'après, on résout. Donc la formation, au départ... Doué en mathématiques Non, même pas. Non, les mathématiques, ce n'était pas mon fort. Par contre, la difficulté qu'on a rencontrée au départ, c'était la formation. Parce que ce n'était pas suffisamment pris en compte dans les EBE. Ce n'était pas la priorité des priorités. Et on s'est très vite rendu compte, bien évidemment, que c'était une nécessité. Donc les personnes qui sont d'abord privées durablement d'emploi, qui sont dans les comités locaux, en attendant que l'EBE se forme, sont accompagnées par la formation, avec des dispositifs qui peuvent exister, publics. Il y a plein de choses qui existent dans notre pays. Encore faut-il les mobiliser et aller les chercher. Dans les EBE, les plans de développement des compétences, bien sûr, se sont écrits, développés. Et donc il y a une montée en compétences, et il y a même une montée en compétences par l'apprentissage, la professionnalisation. Il y a des personnes qui ont été embauchées dans l'EBE, et qui sont formés à travers la professionnalisation. Par exemple, j'ai en tête une comptable d'une entreprise à but d'emploi que j'ai rencontrée mercredi matin et qui va passer un BTS en formation continue grâce à cet emploi-formation, quelque part. C'est un emploi-formation. Je suis en emploi et je me forme. Alors, quelle est la cause aussi du fait qu'on a été ralenti dans la recherche aussi de la mise en place des formations ? Eh bien, on a été confronté dans la réforme de la formation professionnelle au fait que nous, on est vite arrivé à des entreprises de plus de 50 salariés et on n'avait pas accès aux fonds mutualisés des OPCO
Et encore plus parce qu'on n'était pas affilié à tel ou tel secteur, car je vous l'ai expliqué, on a plein d'activités différentes. Donc on était dans une sorte de no man's land. Donc on a eu du mal à avoir accès au financement de la formation. Heureusement, par une discussion avec le ministère du Travail à haut niveau, on a réussi à rentrer finalement dans le PIC, le plan investissement compétences, pour former ses salariés. Donc il y a eu une écoute attentive de la DGEFP qui nous a aidés à trouver une solution. Donc ça, je dois dire voilà, que quand je dis qu'il faut un dialogue équilibré entre la société civile et l'État, on a des très bonnes relations avec la DGEFP, et on arrive bien à dialoguer, ce qui n'a pas toujours été le cas au début, il faut être clair. Au début, on était vu un peu comme un ovni, un truc, une sorte de chimère qu'il faudrait vite arrêter. Oui, et puis tant qu'on n'a pas vu à quoi vraiment ça allait mener, c'est sûr qu'on est toujours dubitatif avant d'avoir les résultats qui Maintenant, sont là. Ça a changé, et tant mieux. Et donc, on investit dans cet accompagnement des compétences, dans ce développement des compétences, dans la formation professionnelle. C'est essentiel. Alors, je disais en introduction, c'est un dispositif que vous expérimentez depuis 2017. Bien sûr, la crise est passée par là. Oui. Donc, qu'est-ce que ça vous a peut-être apporté pour accélérer aussi les choses? Qu'est-ce que vous en retenez? Ça a confirmé, finalement, les intuitions de départ que nous avions. Parce que les activités finalement que nous avons développées sont les activités qui aujourd'hui, on le voit bien, sont en croissance et sont nécessaires dans les territoires. Au moment où les personnes travaillent plus chez elles en télétravail, elles ont besoin de services de proximité. Au moment où des personnes ont été frappées par l'isolement social pendant la crise sanitaire, elles ont besoin de recréer du lien. Donc on a finalement des activités qui ont un fort potentiel et c'est prouvé par la situation. On a plus de 50% des activités qui sont développées dans le projet, qui sont des activités de transition écologique. Au début, on nous regardait, l'ADEME avait senti qu'il y avait quelque chose. L'ADEME nous a accompagnés, nous a conseillés, par exemple, sur certains sujets. Et donc, ils avaient bien senti qu'il se passait quelque chose. Donc, ça confirme notre intuition de départ sur la nature des activités développées, premièrement. Ça confirme notre méthodologie d'aller en porte-à-porte, identifier les personnes. Parce que le digital, c'est très bien, mais la fracture numérique, elle existe toujours et elle est de plus en plus forte, car il y a toute une part de la population qui est exclue finalement de ces technologies dans les territoires. Et puis, quelque part, il y a une revanche aujourd'hui des territoires après la crise sanitaire, où elle n'est pas encore finie, mais en tout cas, il y a une revanche des territoires. Et nous, clairement, on est dans beaucoup de territoires, on est dans tous les départements de France aujourd'hui. Tous les projets qui veulent expérimenter. Voilà. Et après, une autre intuition aussi de départ, c'est qu'on se rend compte que les territoires insulaires, et je m'adresse là s'il y a aussi des acteurs qui nous écoutent dans les territoires ultramarins, ne sont pas suffisamment pris en compte. Il n'est pas possible de raisonner encore comme au XXe siècle avec des systèmes descendants qui ne s'adaptent pas aux spécificités des territoires. Oui, c'est spécifique de faire un territoire en Martinique, à La Réunion, en Corse ou ailleurs, il y a des spécificités qu'il faut prendre en compte. Elles ne sont pas prises en compte. On a des systèmes qui sont cadrés, standardisés parce qu'on a du mal avec notre fonctionnement centralisé à s'adapter. Il y a des spécificités à prendre en compte. Hier soir, par exemple, j'ai reçu une contribution des acteurs de Martinique qui ont largement travaillé sur le sujet, qui ont 3 territoires qui se mobilisent, mais qui n'ont pas de moyens aujourd'hui financiers pour faire de l'ingénierie de projet, pour quelque part faire vivre durablement ces comités locaux. Donc moi, s'il y a des personnes qui m'écoutent et qui se disent « on veut investir dans le projet, on veut accompagner des comités locaux », eh bien aidez-nous à faire en sorte que les territoires ultramarins soient bien au rendez-vous de la 2e étape expérimentale, car ils ne l'ont pas été dans la première étape. Et moi, je considérais que c'est un échec si on n'y arrive pas, car il y a des volontés. Donc il faut relier ces volontés à la réussite et on doit pouvoir y arriver. On doit pouvoir y arriver avec tout l'accompagnement et l'action et les actions que vous menez. Alors justement, on le disait donc bientôt fin de l'étape 1. Est-ce qu'on passe bientôt à la phase 2 ? Alors la phase 2, c'est donc là, il y a eu l'appel à projet qui a été lancé. On a déjà une quinzaine de territoires qui ont envoyé leur candidature au fonds d'expérimentation. Tous les autres sont en préparation. Ils ont 3 ans pour candidater. Donc je veux dire, on n'est pas en retard. Donc voilà. 2e étape qui se dessine. Donc on va avoir normalement d'ici la fin de l'année déjà une première cohorte de territoires qui va pouvoir se lancer. On attend par ailleurs un décret modificatif qui a été soumis au Conseil d'État, puisqu'il y avait quelques hérésies dans le décret qui a été sorti cet été,
du Conseil d'État sur différents points. Donc on espère que ça va être corrigé pour permettre les meilleures conditions possibles pour l'expérimentation. Mais globalement, voilà, on est dans une dynamique forte de mobilisation des territoires. Donc je n'ai aucun doute sur le fait que la deuxième étape se passe bien. Et qu'est-ce qu'on veut prouver dans la deuxième étape? On veut prouver qu'il est possible, ce qu'on a fait à petite échelle dans 10 territoires, de le faire dans 50, 60, 100 territoires, d'accord? Et ainsi de démontrer, car on est toujours en expérimentation, qu'il est possible dans une troisième étape de mettre en place un droit à l'emploi qui est dans le préambule de la Constitution, mais pour tout territoire volontaire. C'est-à-dire qu'il y a un droit, mais comment on l'exerce? Il n'est pas opposable, ce droit à l'emploi. Je ne peux pas dire, moi, en tant que citoyen, je vais voir l'État, j'ai un droit à l'emploi, vous devez me donner un emploi. Par contre, on peut le rendre effectif. Comment le rendre effectif? On peut le rendre effectif par la mobilisation des territoires, c'est ce qu'on a démontré. Et on veut le démontrer à plus grande échelle. Et donc la troisième étape, car c'est celle qui est dans notre tête, c'est notre idéal, et on va y arriver, c'est de faire en sorte que demain, tout territoire volontaire qui présenterait un projet sérieusement préparé puisse expérimenter sans limite de nombre de territoires. Et pour tout ça, vous avez besoin évidemment du partenariat des entreprises. Alors avant de nous quitter, si vous aviez un dernier message à adresser aux entreprises qui nous écoutent. J'ai envie de dire aux entreprises qui nous écoutent qu'on parle beaucoup de métiers en tension aujourd'hui. Il y a des métiers en tension. Certes, il y a des métiers en tension. Mais après, si on veut trouver une personne qui correspond à toutes les cases et qui remplit toutes les cases pour aller travailler sur ce métier en tension, on ne peut pas y arriver. Et si on ne prend pas en compte les freins des personnes, freins à la mobilité, non-accès à des formations dans le territoire concerné qui correspondent aux besoins de l'entreprise, etc. Enfin, on peut multiplier toutes les causes. Ce n'est pas que les personnes n'ont pas envie de travailler. Moi, je lutte contre cette idée, contre ce préjugé. Les personnes ont envie de travailler. Elles sont volontaires pour travailler. La preuve, c'est que les personnes qu'on a embauchées, elles étaient en moyenne au chômage depuis 4 ans. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui étaient au chômage de 7, 8 ans parfois, dans celles qui ont été embauchées. Il y a des personnes qui, à 50 ans, dans l'expérimentation, ont signé leur premier CDI de leur vie, leur premier contrat à durée indéterminée à 50 ans, et qui, pour la première fois de leur vie, touchent le SMIC. D'accord? Donc c'est ça la réalité aussi de la France. Donc moi, j'ai envie de lancer un appel. Oui, on peut résoudre le problème des métiers en tension, à condition d'intégrer dedans la notion du temps. Voilà. Bien sûr, de faire appel à la professionnalisation, à tout ce qui peut exister comme dispositif de formation. Il y a plein de choses, et on peut en inventer encore avec la Fédération de la formation professionnelle, qui est très innovante. Il y a plein d'idées. Alors, il faut écouter la Fédération de la formation professionnelle. Mais ce qui est important aussi, c'est vraiment que les entreprises fassent un pas en se disant, bah oui, cette personne, elle a peut-être 50 ans, elle a été 7 ans au chômage, mais elle peut travailler sur cet emploi parce qu'elle a envie de le faire. Donc accompagnons-la pour arriver de là où elle est au but, et comme ça, on arrivera à résoudre des problèmes. Ouais. Exactement, et avec la motivation, l'envie, on peut arriver, et vous allez Exactement. y arriver, vous en êtes convaincu parce que vous avez l'énergie pour ça. Merci beaucoup, Merci. Laurent Grand-Guillaume, d'être venu nous présenter donc, votre dispositif Territoire Zéro Chômeur Longue Durée. Il est temps pour nous de faire une pause. Alors les exposants vous attendent pour parler de vos projets. Profitez de l'heure de déjeuner pour vous restaurer avec eux si vous le souhaitez. Et nous, on se retrouve à l'antenne à 14h précise. On compte sur vous. Beaucoup de témoignages toujours aussi intéressants que ce matin à venir. Je vous dis à tout à l'heure.